De l'Europe à l'Asie, de l'Afrique aux Amériques, nous allons explorer des cas qui dépassent l'entendement, non seulement par leur brutalité, mais aussi par le nombre effarant de victimes. Oubliez les clichés, car vous allez voir que l'horreur peut se cacher derrière le masque d'un médecin respecté, d'un fermier isolé ou d'un homme d'affaires charismatique. Préparez-vous, car notre périple au cœur des ténèbres commence maintenant. Colombie, année 1990. Le pays est déjà marqué par la violence des cartels et des conflits internes. Mais dans l'ombre de ce chaos, une autre sorte de monstre, bien plus silencieux, traque les plus vulnérables, les enfants des rues. Luis Alfredo Garavito, surnommé la Bestia, la Bête, est considéré par beaucoup comme le tueur en série le plus prolifique de l'histoire moderne. Itinérant, il parcourait la Colombie en se faisant passer pour un vendeur, un moine ou un travailleur handicapé pour gagner la confiance des jeunes garçons pauvres et isolés. Il leur offrait des cadeaux, de la nourriture ou de l'argent avant de les attirer dans des endroits reculés pour les abuser, les torturer et les assassiner. Son mode opératoire était d'une cruauté systématique. Pendant des années, ces crimes sont passés inaperçus, les disparitions d'enfants des rues n'étant que rarement signalées ou enquêtées. Ce n'est qu'à la découverte d'une fosse commune en 1997 que l'ampleur du massacre a commencé à être comprise. Arrêté en 1999, Garavito a avoué le meurtre de 193 enfants, bien que le nombre réel de ses victimes soit probablement beaucoup plus élevé. Il a mené les enquêteurs vers des dizaines de tombes. Comment un seul homme a-t-il pu commettre autant d'atrocités pendant si longtemps sans que personne ne s'en aperçoive? Cette affaire expose de manière terrifiante la vulnérabilité des enfants les plus démunis de la société. Condamné à la peine maximale en Colombie, qui a ensuite été réduite pour sa coopération, son cas soulève une question glaçante. Combien de bêtes comme lui opèrent encore dans l'ombre, s'attaquant à ceux que personne ne cherche? Hyde, une petite ville tranquille près de Manchester, en Angleterre. Le docteur Harold Shipman est un médecin de famille respecté, apprécié de ses patients, en particulier les personnes âgées. Il est une figure de confiance absolue au sein de la communauté. Derrière la façade du médecin bienveillant se cachait une réalité abominable. Pendant plus de 2 décennies, de 1975 à 1998, le docteur Shipman a assassiné ses patients, principalement des femmes âgées et en bonne santé, en leur administrant des overdoses mortelles de diamorphine, un puissant analgésique. Il falsifiait ensuite leurs dossiers médicaux pour faire croire à une mort de cause naturelle. Il était souvent le dernier à les voir en vie et signait lui-même les certificats de décès. Ses motivations restent floues. Il ne semblait pas agir par compassion ou pour des raisons financières évidentes, bien qu'il ait tenté de falsifier le testament d'une de ses victimes. Il semblait plutôt jouir du pouvoir ultime de vie et de mort qu'il détenait sur ses patients. C'est l'inquiétude d'une directrice de funérarium, notant le nombre anormalement élevé de décès parmi les patients de Shipman et de crémation, évitant ainsi les autopsies, qui a finalement mené à une enquête approfondie. L'enquête officielle, la Shipman Inquiry, a conclu qu'il était responsable d'au moins 218 meurtres, faisant de lui le tueur en série le plus meurtrier de l'histoire britannique. Comment un médecin, une figure de confiance absolue, a-t-il pu commettre de tels actes pendant des décennies sans être découvert? Cette affaire a profondément ébranlé le système de santé britannique et la confiance du public envers la profession médicale. Union soviétique entre 1978 et 1986. Alors que le régime communiste prétendait que les tueurs en série étaient un produit décadent de l'Ouest, un prédateur d'une sauvagerie extrême terrorisait la région de Rostov-sur-le-Don. Andrei Chikatilo, un ancien professeur à l'apparence banale d'un bureaucrate, père de famille, menait une double vie macabre. Il traquait ses victimes, principalement des femmes et des enfants, dans les gares
et les arrêts de bus, les attirant dans des zones boisées pour les assassiner avec une brutalité inouïe. La police soviétique, inexpérimentée face à ce type de criminalité et handicapée par des méthodes d'enquête archaïques et une bureaucratie paralysante, a piétiné pendant des années. Ils ont même arrêté et exécuté un homme innocent pour l'un des meurtres de Chikatilo. Ce dernier, profitant du chaos, a continué son massacre. Il sera arrêté plusieurs fois, mais relâché, car son groupe sanguin ne correspondait pas au sperme retrouvé sur les victimes, un phénomène rare de sécréteur paradoxal. L'enquête a finalement progressé grâce au profilage psychologique, une méthode alors nouvelle en URSS. Capturé en 1990, Chikatilo a été reconnu coupable du meurtre de 52 personnes. Son procès a révélé l'horreur de ses crimes et l'incompétence d'un système qui a permis à un monstre de sévir pendant plus d'une décennie. Pensez-vous qu'un régime politique et son idéologie peuvent involontairement protéger un tueur en série en refusant d'admettre son existence? Port Coquitlam, près de Vancouver, Canada. Robert Willie Picton est le copropriétaire d'une ferme porcine délabrée et insalubre. Un endroit boueux et isolé qui va devenir le théâtre de l'une des pires affaires de meurtres en série du pays. Pendant des années, des dizaines de femmes, principalement des prostituées et des toxicomanes du quartier Downtown Eastside de Vancouver, disparaissent sans laisser de traces. La police est critiquée pour son inaction, beaucoup estimant que les victimes, en raison de leur statut marginalisé, n'étaient pas une priorité. Ce n'est qu'en 2002, en enquêtant sur des accusations de possession illégale d'armes, que la police perquisitionne la ferme de Picton. Ce qu'ils y découvrent est un cauchemar. Des objets personnels des femmes disparues sont retrouvés partout. Mais l'horreur atteint son paroxysme avec la découverte de restes humains. L'enquête ADN révélera la présence de restes de 33 femmes différentes. Picton attirait ses victimes à la ferme, les assassinait, puis se débarrassait de leur corps de manière effroyable, notamment en les donnant à manger à ses cochons ou en les broyant. Lors d'une conversation avec un policier infiltré dans sa cellule, il se vantera d'avoir tué 49 femmes et d'avoir voulu en faire 50 pour un chiffre rond. Il sera finalement condamné pour le meurtre de 6 d'entre elles. Face à une telle horreur et à la difficulté de retrouver les corps, la justice peut-elle vraiment apporter une forme de paix aux familles des victimes? Lahore, Pakistan, 1999. Une lettre arrive dans les bureaux d'un journal et de la police. Elle est signée par un homme d'affaires nommé Javed Iqbal. Son contenu est un aveu détaillé et glaçant qui va plonger le pays dans l'horreur. Dans sa lettre, Javed Iqbal confesse le meurtre de 100 jeunes garçons des rues, âgés de 6 à 16 ans, sur une période de plusieurs mois. Il explique avoir commis ces actes pour se venger d'une injustice passée, une arrestation qu'il jugeait humiliante. Son mode opératoire, qu'il décrit avec une précision clinique et d'une cruauté insoutenable. Il étranglait ses victimes, découpait leurs corps en morceaux et les dissolvait dans des barils d'acide chlorhydrique pour ne laisser aucune trace. Pour prouver ses dires, il indique l'emplacement de son domicile, où la police trouvera les 2 barils d'acide contenant des restes humains en décomposition, ainsi que des photos et des vêtements de ses nombreuses victimes méticuleusement catalogués dans des albums. Après avoir envoyé sa lettre, Iqbal prend la fuite, déclenchant la plus grande chasse à l'homme de l'histoire du Pakistan. Il se rendra finalement un mois plus tard. Son cas expose non seulement la psyché d'un tueur méthodique, mais aussi la tragique invisibilité des enfants des rues. Condamné à être exécuté de la même manière qu'il a tué ses victimes, il sera retrouvé mort dans sa cellule avant que la sentence ne soit appliquée. Suicide ou meurtre? Le mystère demeure. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à documenter ses propres atrocités avec autant de méthodes? Est-ce une quête de reconnaissance même dans l'horreur? Paris, sous l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale.
La ville est un lieu de peur et de danger où beaucoup cherchent à fuir le régime nazi et ses collaborateurs. C'est dans ce climat de chaos que le docteur Marcel Petiot, un médecin respecté, va mettre en place un piège mortel. Le docteur Petiot se présentait comme un membre de la résistance. Il proposait à des personnes, principalement des juifs, des résistants ou des criminels fortunés, de les aider à fuir la France vers l'Amérique du Sud via un réseau d'évasion secret. Le prix du passage était élevé et les candidats devaient apporter toute leur richesse. Petiot les a menés dans sa demeure parisienne au 21 rue Le Sueur. Là, sous prétexte d'une inoculation nécessaire pour le voyage, il leur injectait du cyanure. Une fois ces victimes mortes, il les dépouillait de tous leurs biens et se débarrassait des corps en les démembrant et en les brûlant dans sa chaudière ou en les jetant dans la Seine. Son stratagème a été découvert en mars 1944 lorsque des voisins, incommodés par une fumée et une odeur pestilentielle, ont alerté les pompiers. Ces derniers ont découvert dans sa cave une vision d'enfer, des dizaines de restes humains. Petiot, se faisant passer pour un héros de la résistance, a réussi à disparaître dans la confusion de la libération de Paris avant d'être finalement capturé. Il a été reconnu coupable d'au moins 26 meurtres, bien qu'il en ait revendiqué 63, affirmant qu'il ne s'agissait que de collabos et d'Allemands. Le docteur Petiot a-t-il utilisé le chaos de la guerre comme un simple prétexte pour assouvir sa cupidité et ses pulsions meurtrières? C'est un cas unique où le contexte historique devient le meilleur allié d'un tueur en série. Allemagne, au début des années 1920, le pays est plongé dans le chaos économique et social de l'après-Première Guerre mondiale. C'est dans ce contexte de misère, dans la ville de Hanovre, qu'un petit homme insignifiant va devenir l'un des pires monstres de l'histoire du pays. Fritz Haarmann, surnommé le boucher de Hanovre ou le vampire de Hanovre, était un informateur de la police, ce qui lui donnait une certaine liberté d'action. Il s'attaquait à de jeunes garçons et de jeunes hommes sans abri qui erraient près de la gare. Il les attirait chez lui avec la promesse d'un repas et d'un toit avant de les tuer en les mordant violemment à la gorge comme un loup. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Haarmann dépeçait les corps de ses victimes. Il se débarrassait des os dans une rivière et selon une rumeur persistante et macabre qui n'a jamais été formellement prouvée, il aurait vendu la chair de ses victimes comme de la viande de porc sur le marché noir. Très actif à cette époque de pénurie. C'est la découverte de nombreux crânes et os humains dans la rivière l'Aisne qui a mis la police sur sa piste. Arrêté en 1924, il a avoué au moins 24 meurtres, mais le nombre réel pourrait être bien plus élevé. Son cas a profondément choqué une société déjà traumatisée. Comment la société peut-elle générer de tels monstres en période de crise ? Pensez-vous que le chaos économique et social puisse être un terreau fertile pour ce type de criminalité ? Japon, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 90. Le pays est en ruine, la pauvreté est endémique et les ressources sont extrêmement limitées. Avoir un enfant est un fardeau financier que de nombreuses familles ne peuvent assumer. C'est dans ce contexte que Miyuki Ishikawa, directrice d'une maternité, va commettre l'impensable. Miyuki Ishikawa est considérée comme la tueuse en série la plus prolifique du Japon. Avec la complicité de son mari et d'un médecin, elle a mis en place un système effroyable. Elle convainquait des parents pauvres incapables de s'occuper de leur nouveau-né, de lui laisser leurs enfants contre une somme d'argent, en leur faisant croire qu'elle trouverait des familles d'accueil. En réalité, les bébés étaient simplement laissés à l'abandon, sans soin, jusqu'à ce qu'ils meurent de faim ou de négligence. Elle a ainsi causé la mort de plus d'une centaine de nourrissons. L'affaire a été découverte lorsque 2 policiers ont trouvé par hasard les restes de 5 bébés. L'autopsie a révélé qu'ils n'étaient pas morts-nés. Le plus choquant
dans cette affaire est peut-être la réaction de la société et de la justice de l'époque. Ishikawa et ses complices ont été condamnés à des peines extrêmement légères, seulement 4 ans de prison pour elle, le tribunal considérant que les parents étaient également fautifs d'avoir abandonné leurs enfants. Cette histoire pose une question morale terrible. Jusqu'où la misère et le désespoir social peuvent-ils effacer la valeur d'une vie humaine aux yeux de la société? On se trouve maintenant au Brésil à partir des années 60. Pedro Rodrigues Filho, surnommé Pedrinho Matador, Petit Pierre le tueur, est un cas unique dans les annales du crime. Il n'est pas un prédateur qui s'attaque à des innocents, mais plutôt un justicier autoproclamé qui a consacré sa vie à tuer d'autres criminels. Sa première victime, il l'a tué à 14 ans, le vice-maire de sa ville, qui l'accusait d'avoir injustement licencié son père. C'était le début d'une longue et sanglante carrière. Il a tué des trafiquants de drogue, des violeurs, des meurtriers. Sa philosophie était simple, tuer pour le plaisir et la vengeance. Même après son arrestation, sa croisade meurtrière ne s'est pas arrêtée. En prison, il a assassiné au moins 47 autres détenus, dont l'homme qui avait tué son père. Il a passé 42 ans derrière les barreaux, la peine maximale au Brésil ayant été augmentée à cause de ses crimes en prison. Libéré en 2018, il était devenu une sorte de célébrité sur YouTube où il donnait des conseils aux jeunes pour ne pas suivre la voie du crime. Il a été assassiné en 2023. Son cas est fascinant car il brouille les lignes entre le tueur en série et le justicier. Un homme qui commet des actes d'une violence extrême peut-il être considéré comme une force positive s'il ne s'attaque qu'à d'autres criminels? Pedro Rodrigues Filho est la preuve vivante et maintenant morte que la nature du bien et du mal est parfois une question de perspective, aussi tordue soit-elle. Pour cette dernière histoire, on est en Afrique du Sud, au milieu des années 1990. Le pays sort à peine de l'apartheid et entre dans une nouvelle ère démocratique. Mais cette période de transition est marquée par une vague de crimes qui terrorise la région de Johannesburg. Moses Sithole est responsable d'une série de meurtres connus sous le nom de meurtres de l'ABC. Car ils ont commencé à Atteridgeville, ont continué à Boksburg et se sont terminés à Cleveland, une banlieue de Johannesburg. Se faisant passer pour un homme d'affaires à la recherche d'employés, il attirait de jeunes femmes en leur promettant un travail. Il les emmenait dans des endroits isolés, les agressait sexuellement, puis les étranglait, souvent avec leurs propres sous-vêtements. Il a tué au moins 38 personnes en un peu plus d'1 an, ce qui en fait l'un des tueurs en série les plus rapides et les plus prolifiques d'Afrique du Sud. Ce qui est particulièrement glaçant dans son cas, c'est sa communication avec les médias. Il a appelé un journal, The Star, pour revendiquer les meurtres, se plaignant que la police arrêtait les mauvaises personnes et donnant des détails que seul le tueur pouvait connaître. C'est finalement grâce au profilage et à la coopération entre différentes unités de police qu'il a été identifié et capturé. Condamné à plus de 2400 ans de prison, il a déclaré au tribunal qu'il avait été maltraité et qu'il détestait les femmes. Est-ce que le désir de reconnaissance et de célébrité est une motivation commune chez de nombreux tueurs en série, peu importe leur pays d'origine? Ce tour du monde de l'horreur nous laisse avec une certitude troublante. La capacité de l'être humain à commettre le mal est une constante universelle, qui s'adapte simplement au contexte culturel, social et historique de chaque pays. Du médecin anglais à l'enfant des rues colombiens, les victimes sont différentes, les mobiles varient, mais la noirceur de l'âme, elle, reste la même. Ces histoires ne sont pas là pour satisfaire une fascination morbide, mais pour nous interroger sur la faillibilité de nos systèmes, sur la fragilité de la confiance et sur les signaux d'alarme que la société ignore parfois. Laquelle de ces affaires vous a le plus marqué ou surpris? Pensez-vous qu'il existe un profil type du tueur en série où chaque cas est-il unique? J'ai vraiment hâte de lire vos analyses et vos réflexions dans les commentaires. Si ce voyage au cœur des ténèbres vous a intéressé,
n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir ce travail de recherche. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Merci d'avoir été là et à très bientôt.